Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre chargé des Affaires européennes et des Affaires étrangères, Europe et Affaires étrangères, et membre de La République En Marche. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que vous êtes le premier parlementaire à avoir soutenu Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, premier parlementaire UMP à avoir quitté au fond les rangs de l'UMP. Vous êtes même maintenant membre de La République En Marche, membre de ce parti. Vous espérez être un précurseur? Vous savez, à un moment, on a bien vu que LR faisait un peu fausse route. La droite, les Républicains. Exactement. Et donc, moi, quand j'ai entendu Emmanuel Macron présenter son projet, c'était le 2 mars, je m'en souviens encore comme si c'était hier, eh bien, je me suis dit, il m'enlève les mots de la bouche, véritablement, je suis en accord avec ce qu'il présente. Et du coup, j'ai été cohérent au moment où il y avait une forme de faillite morale à la tête des Républicains et de sa candidature à la présidentielle. Je me suis dit qu'il ne fallait pas attendre et qu'il y avait là une occasion de refonder totalement la vie politique française. Mais il y avait plusieurs façons de le faire. Certains de vos camarades n'ont pas franchi le pas aussi loin que vous l'avez fait. Ils n'ont pas adhéré à La République En Marche. Oui, mais encore une fois, voilà, c'était une évidence. Emmanuel Macron présentait un projet qui était équilibré, qui était à la fois social et libéral. On parle de l'avenir, ça. Le passé, on a compris que vous aviez fait un choix de cohérence. À l'avenir, un certain nombre de vos camarades, je pense à Gérald Darmanin par exemple, n'ont pas adhéré à La République En Marche. Est-ce qu'il faut qu'ils le fassent? Vous leur conseillez de le faire? Écoutez, effectivement, moi je pense qu'ils ont toute leur place, tous les talents ont leur place au sein de ce mouvement qui est très nouveau, qui réunit à la fois des gens venant d'horizons différents, et on en a besoin. On le voit d'ailleurs, il y a un peu ce même ADN au gouvernement, avec une société civile qui est très présente, avec donc un renouvellement des pratiques, et surtout une sorte de fécondité dans la façon de voir les choses, c'est neuf, bref. Donc, tout ça est neuf, sauf que vous n'êtes plus un ministre d'ouverture. Mais attendez, vous êtes devenu un membre de La République En Marche, membre de la majorité d'Emmanuel Macron. Au fond, ce qui s'est passé il y a quelques mois dans votre parcours politique, c'est-à-dire de passer de la droite à Emmanuel Macron, fini, vous êtes maintenant vous êtes quelqu'un qui fait partie. Mais tout à fait, et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux à être dans ce cas-là, parce que La République En Marche, c'est un mouvement qui a vocation vraiment à irriguer la société française. Ça fait plusieurs fois que vous dites que c'est un mouvement, ça n'est pas un parti politique? Je crois qu'il y a quand même des modes d'action qui sont différents. Vous voyez, les partis politiques, tout ça est très cadré, très standardisé, des réunions où on met les chaises les unes derrière les autres pour entendre un orateur national. Et là, il y a cette volonté, pardonnez-moi Nicolas Béthou, d'aller au bout, cette volonté véritablement de faire en sorte que plein de projets irriguent les territoires, que nos militants, nos adhérents permettent aux uns et aux autres de créer leur vie. Pardon, mais dans les partis politiques, il y a un chef. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui est le chef. Eh bien, plusieurs candidats, entre autres Benjamin Griveaux et Castaner sont là, Christophe Castaner sont là sur la ligne de départ. Vous avez un favori? Vous savez, il y a avant tout une inspiration. Et l'inspiration, choisira. Il y a une inspiration, et l'inspiration, effectivement, c'est le chef de l'État. C'est Emmanuel Macron qui a porté ce mouvement depuis le début. Donc c'est lui qui doit choisir qui le dirige. Et donc, nous serons, je pense, un certain nombre à vouloir l'appuyer en structurant ce mouvement et faire en sorte que sur la scène politique, médiatique, territoriale, il puisse prendre toute sa place en préparant... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Eh bien, c'est-à-dire que... C'est une question, hein. Aujourd'hui, il y a une direction collégiale, mais on gagnerait en efficacité, sûrement. On gagnerait en efficacité en ayant un visage qui l'incarne, qui porte cela. Et puis, encore une fois... Vous étiez sénateur de Lyon. Dans Lyon, est-ce qu'il y a un parti structuré qui distribue des tracts, qui a une permanence, qui va voir les gens, qui reçoit les gens? Oui, tout ça, ça existe, ça fonctionne, c'est un parti? Il y a énormément de comités locaux, et je peux vous dire ils existent. Ils existent, je les ai réunis, et nous avons des jeunes qui, je le vois, vont au contact des lycéens, des étudiants, parce que c'était la rentrée, parce qu'un certain nombre de contre-vérités, parfois, sont véhiculées par des organisations de l'ancien monde, entre guillemets, et donc, je vois que les marcheurs, ils sont là, sur le terrain, pour discuter, dialoguer. Ce que vous dites, c'est qu'En Marche, ça existe. En dépit du fait qu'on ne les voit pas, qu'on les voit d'ailleurs assez peu en appui du gouvernement. Quand il y a eu des polémiques, les marcheurs, comme vous dites, on ne les a pas trop vus. Écoutez, moi, sur le terrain, dans Lyon, je les ai toujours vus, ils sont là. Donc voilà, il s'agit de conforter ce bel élan, parce qu'il y a eu un élan et un espoir qui est né. Il s'est passé quelque chose, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, les sondages montrent qu'aujourd'hui, si
Et preuve très théorique, la présidentielle. Emmanuel Macron ferait encore un meilleur score. Il ferait un meilleur score, il serait réélu. Cette semaine, vous, dans vos fonctions ministérielles, vous devez faire avancer l'adoption du CETA, le traité transatlantique entre l'Europe et le Canada. Ça coince un peu En Marche. Qu'est-ce que vous allez leur dire à tous ces marcheurs qui disent « attention, danger » ? Mais on a vu qu'il y avait des inquiétudes autour de cet accord entre l'Union européenne et le Canada. Des inquiétudes en matière de climat, en matière de transparence du suivi de cet accord. Exactement. L'importation de viande de bœuf, les fromages. Et donc, on est vraiment là pour arriver à faire en sorte que ce traité puisse être mis en place, mais également qu'il soit en quelque sorte sous surveillance, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de... Surveiller son application, pas le renégocier. Non, pas renégocier, parce qu'il y a la signature de tous les pays de l'Union européenne, il y a déjà une ratification du Parlement européen, et Emmanuel Macron est celui qui, dans la campagne présidentielle, a porté justement les valeurs d'ouverture, de libre-échange, face à un certain nombre de candidats démagos. Donc, il ne s'agit pas de se renier. De ce point de vue-là, en revanche, il s'agit peut-être d'encadrer les choses, d'avoir un plan d'accompagnement. On y travaille. Nous sommes sur le pont depuis quelques semaines pour discuter avec les ONG et puis trouver des mesures qui, justement, rassurent en matière climatique, en matière de transparence. Je pars moi-même au Canada en fin de semaine. Il faut rassurer les Canadiens, parce qu'ils nous trouvent un peu bizarres, tous non, mais le Canada ont négocié, ont adopté et qui ont du mal après à transcrire, non ? Si ce n'est que, si vous permettez, c'est le Canada de Harper qui a négocié et c'est le Canada de Trudeau qui met en œuvre. Et il ne vous a pas échappé que les deux hommes sont un peu différents. Ils ne sont pas tout à fait du même genre. Et Justin Trudeau a vraiment les mêmes ambitions que nous de ce point de vue-là. Les travailleurs détachés, autre sujet énorme, et on est dans une phase active de négociation, aujourd'hui même d'ailleurs, à Bruxelles. Il y a 2 points d'achoppement, je vais aller vite, mais il y a un point sur la durée maximum du détachement. Aujourd'hui, 24 mois, la France demande 12 mois. Est-ce que ça a un sens dans la mesure où le détachement en moyenne est inférieur même à 6 mois ? Et le deuxième problème qui, celui-là, coince beaucoup, c'est est-ce que les chauffeurs routiers doivent être dans cet accord, ce nouvel accord sur les travailleurs détachés ? Emmanuel Macron a pris des positions fermes, dures, et il n'est pas suivi. Alors, sur ce point-là, j'ai bon espoir que d'ici quelques jours ou quelques semaines, on arrive à un accord définitif. Il faut voir d'où on vient. On vient d'une situation où de nombreux pays européens n'envisageaient pas qu'on révise cette directive. Et là, on voit que finalement, on n'est plus très loin d'un accord. Ouais. Emmanuel Macron a fait une tournée dans les pays d'Europe de l'Est à la fin de l'été, vous en souvenez, avec justement, en réussissant à rallier certains pays qui ne l'étaient pas. Donc, et le Parlement européen, avec Elisabeth Morin-Chartier, a fait un travail considérable qui permet aujourd'hui d'espérer... Alors, aujourd'hui et le lendemain, on a un accord prochainement. Ce qui s'est déjà passé dans le passé. 24 mois, 12 mois, aujourd'hui ça coince, et les chauffeurs routiers, et en particulier les Espagnols et les Portugais, ne veulent pas en entendre parler. Mais c'est pour ça que les discussions vont se poursuivre au Conseil des ministres de l'Emploi. Mais encore une fois, je suis raisonnablement optimiste sur le fait que dans les prochaines semaines au maximum, un accord sera atteint. Et ça sera important parce que Emmanuel Macron promet justement il promeut une Europe qui protège. Il est fondamentalement européen, il l'a montré. Il a fait en sorte que ce drapeau européen, l'hymne, soit adopté, soit dans nos symboles également, mais également une Europe qui protège ses citoyens, ses salariés, c'est important. Qu'est-ce qui fera qu'on pourra dire que Emmanuel Macron, sur ce point très important, sur lequel il s'est lui-même engagé personnellement, s'il a gagné ou s'il a perdu ? Le fait qu'on arrive enfin à un accord qui encadre les choses. Il y a encore des points qui restent à affiner, mais je veux dire, globalement, la philosophie, elle a bien évolué dans un sens de lutte contre la fraude, parce que sur les territoires, moi je peux vous le dire, dans Lyon, je l'ai vu, les ravages que ça peut faire. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoine. Merci à vous.